Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette séquence que nous avons intitulée « Quelles opportunités Erasmus+ pour les établissements préparant au BTS ?» Je suis Jean-Louis Mayenade de l'agence Erasmus+ France Éducation et Formation et je suis accompagné de deux collègues, Isabelle Loutens et Laurent Lascroux, pour animer cette présentation. C'est la première fois lors des journées de l'enseignement supérieur que nous dédions une séquence aux filières section de techniciens supérieurs. L'idée de cette séquence est de donner envie aux lycées de se lancer dans le programme Erasmus+. Vous le savez peut-être, mais le nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 se veut entre autres plus inclusif et on se doit d'aller chercher les publics qui peuvent être parfois plus éloignés du programme. Les BTS sont donc une de nos cibles pour cette nouvelle programmation. Alors examinons ensemble le sommaire. Alors, nous vous présenterons dans un premier temps les mobilités d'études et de stages pour les étudiants, qui sera ponctuée de 2 interviews. Nous verrons ensuite les modalités de la mobilité des personnels, avec également un témoignage d'un enseignant. Nous ferons ensuite un focus sur les nouvelles formes de mobilité que propose le programme et les projets de coopération également. Nous parlerons des consortiums. Et enfin, nous terminerons en vous présentant les outils qui vous permettront de reconnaître et de valoriser ces mobilités, avec également une interview d'une enseignante. Mais avant cela, Laurent, est-ce que tu peux nous réexpliquer comment les auditeurs peuvent poser des questions lors de cette séquence ? Oui, Jean-Louis, bonjour à tous. Alors effectivement, vous aurez la possibilité de réagir, de nous poser des questions tout au long de la séquence. Alors comment faire ? Cela est très simple. Vous avez 2 possibilités. Alors premièrement, vous prenez votre smartphone, vous scannez le QR code qui va s'afficher à l'écran, ou bien vous vous rendez directement sur la plateforme krd.sparkup.live et vous entrez le code ERASM, E-R-A-S-M en majuscule. Alors, lorsque vous serez connecté, vous vous inscrivez tout simplement à l'aide de votre prénom, de votre nom, et vous posez vos questions. Alors, nous avons prévu 3 temps pour répondre à celle-ci, pour répondre à vos questions, à vos réactions. Alors, pas de souci, le QR code et le lien seront affichés à plusieurs reprises tout au long du live. Donc, je vous retrouve dans quelques instants pour répondre à la première série de questions. Merci Laurent. Donc voyons en préambule quelques chiffres sur les sections de techniciens supérieurs afin de mieux les connaître. Donc les sections de techniciens supérieurs représentent environ 10% des effectifs de l'ensemble des étudiants, soit plus de 260 000 étudiants. Il s'agit de la 2e filière choisie par les étudiants après l'université. Les filières de techniciens supérieurs se caractérisent également par une offre de proximité avec plus de 2500 établissements répartis sur tout notre territoire qui proposent plus de 140 spécialités de sections de techniciens supérieurs. Dans ces filières, près de la moitié des étudiants sont des jeunes ruraux, environ 44%. Globalement, ces étudiants sont issus des milieux socio-économiques plus défavorisés. En effet, 34% des étudiants en section de techniciens supérieurs sont enfants de cadres, contre 50% des étudiants qui suivent un cursus universitaire ou des grandes écoles. Donc, les classes de section de techniciens supérieurs accueillent donc des étudiants qui, de par leurs origines géographiques, mais également socio-économiques, sont parfois, en fonction bien sûr des filières, plus éloignés d'Erasmus et à ce titre donc deviennent une cible pour cette nouvelle programmation. Alors regardons ce qui s'est passé lors de la dernière programmation en termes de mobilité. Donc les mobilités des étudiants qui suivent des filières BTS sont de l'ordre de 14 600 mobilités entre 2014 et 2020, soit environ 2400 mobilités par an, ce qui représente en fait 1% des étudiants de BTS qui font une mobilité annuellement. On constate également une augmentation très forte de ces mobilités entre le début et la fin de la programmation. Une autre caractéristique, c'est qu'on a uniquement des mobilités de stage à 97%. Et d'ailleurs, elles représentent 1/5 des mobilités de stage de l'enseignement supérieur. 90% de ces mobilités sont issues donc d'étudiants qui sont en formation initiale scolaire, alors que l'apprentissage représente 17% au niveau des sections de techniciens supérieurs. Ces mobilités sont faites uniquement en Europe, avec 4 pays qui arrivent en tête, donc l'Espagne, le Royaume-Uni, Malte et Irlande. Et à eux 4, ces pays représentent 73% des mobilités sortantes. Une autre caractéristique également, c'est l'importance des mobilités des personnels donc qui encadrent ces filières de section de techniciens supérieurs, puisqu'elles représentent respectivement 3% pour les mobilités entrantes, mais 24% des mobilités de l'ensemble de l'enseignement supérieur sortantes pour ces personnels.
Donc si on résume, donc les mobilités des sections de techniciens supérieurs, ce sont principalement des mobilités de stage plutôt courtes, des mobilités sortantes en Europe, avec également une mobilisation importante également des personnels. Isabelle, peux-tu maintenant nous présenter les différentes actions qui sont offertes au lycée qui préparent donc les diplômes de BTS? Oui, Jean-Louis. Alors, commençons par le ticket d'entrée dans le programme. Il s'agit de la charte pour l'enseignement supérieur, dite ETCHE. Un appel à candidature est ouvert chaque année par la Commission européenne, qui évalue les candidatures et délivre les chartes. La charte obtenue est valable pour toute la durée du programme, 2021-2027. Une fois charté, l'établissement titulaire est en mesure de demander chaque année des fonds auprès de l'agence Erasmus+, pour financer ses projets. En lien avec la charte ETCHE, voici les 4 grandes priorités de cette programmation 21-27. Favoriser l'inclusion et la diversité en donnant accès au programme aux publics les plus éloignés de la mobilité, contribuer à la transition écologique et notamment prévenir et accompagner les participants à des pratiques respectueuses de l'environnement, contribuer à la transformation digitale par l'acquisition de compétences numériques pour les étudiants et pour les personnels d'établissement, et enfin promouvoir l'engagement civique, la participation à la vie démocratique, par une citoyenneté active attachée aux valeurs d'une société ouverte et démocratique. Les projets du programme se déclinent sous la forme d'actions clés. Il en existe 2 pour l'enseignement supérieur. L'action clé 131, les mobilités de l'enseignement supérieur, et l'action clé 220, les projets de partenariat de coopération. Ces 2 actions peuvent être portées à titre individuel par un établissement ou par un consortium d'établissements. Alors, quels sont les pays participants au programme ? À compter de 2021, le programme concerne les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers associés, mais également, et c'est une nouveauté pour l'action clé 131, le reste du monde, appelé pays tiers non associés. Passons à présent aux principes généraux de financement des mobilités. Les participants peuvent bénéficier d'un soutien individuel pour la période d'activité menée dans le pays d'accueil pour faire face aux dépenses sur place. Ce soutien est forfaitaire et il diffère suivant les groupes de pays d'accueil. Pour certains types de mobilité, ils peuvent bénéficier d'un montant forfaitaire pour financer leur déplacement vers le pays d'accueil. Ce sont les frais de voyage. Côté établissement, un montant forfaitaire est alloué pour l'organisation des mobilités. Il s'agit du soutien organisationnel. Il s'élève à 400 € par participant et est dégressif à partir du 101e. Il passe à 250 €. Alors, quelles mobilités peuvent être réalisées dans le cadre de l'action clé 131 ? Une mobilité d'études ou académique chez un partenaire institutionnel, une mobilité de stage, c'est-à-dire c'est une situation professionnelle dans une entreprise, un organisme chez un partenaire, une mobilité combinée qui associe période d'études et période de stage, et enfin la participation à un programme intensif hybride. Ces périodes de mobilité peuvent être longues, entre 2 et 12 mois, ou avoir un format court, entre 5 et 30 jours. Attention, il y a une spécificité pour les mobilités courtes. Elles auront forcément un format hybride, c'est-à-dire des activités virtuelles combinées à une mobilité physique. En ce qui concerne les financements des mobilités étudiantes, nous n'allons pas exposer ici tous les forfaits applicables, car ils diffèrent selon le type de mobilité, la destination, le lieu de départ, la situation du participant. Donc nous nous contenterons de vous donner les grandes lignes. Donc pour les mobilités longues, de 200 à 700 € par mois, selon le pays, auquel s'ajoute un complément de 150 € s'il s'agit d'une mobilité de stage. Pour les mobilités courtes, le forfait est journalier, 70 € puis 50 € à partir du 15e jour. Un complément peut être accordé pour les étudiants ayant moins d'opportunités. Le forfait voyage, quant à lui, est possible, dans certains cas, au départ des régions ultrapériphériques et des Outre-mer, à destination des pays tiers non associés, dans certains cas
pour les étudiants qui ont moins d'opportunités. Et un supplément peut également s'appliquer en cas d'utilisation d'un moyen de transport à moindre empreinte carbone. Isabelle, donc afin d'illustrer les mobilités des étudiants de BTS, regardons ensemble un témoignage de deux d'entre eux. Bonjour, je suis Maëva, j'ai 24 ans, j'habite sur Arles. J'ai effectué un BTS support à l'action managériale au lycée Paul Langevin de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Actuellement, je fais une licence QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement, à Avignon. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 22 ans. J'ai effectué un BTS gestion et protection de la nature au lycée Jean Monnet à Vic-en-Bigorre que j'ai obtenu en 2019. Et désormais, j'ai trouvé un emploi en tant que technicien rivière au syndicat mixte du Gave de Pau. L'activité de stage avec Erasmus s'est effectuée à Malte, dans la ville de Lija, dans une entreprise qui s'appelle Juana Field Group. Donc, c'est en conseil et gestion. Donc, ça a duré 2 mois. J'ai effectué une mobilité de stage en Suède dans un parc national pour effectuer des suivis de la flore pour étudier l'impact du changement climatique. J'ai également réalisé des inventaires de papillons, d'oiseaux et fait un peu d'accueil de public. Ce qui a motivé mon départ, c'est que nos professeurs nous ont recommandé de partir à l'étranger pour améliorer notre anglais et connaître une nouvelle culture. C'est ça qui m'a beaucoup intéressée. J'ai souhaité faire cette mobilité parce que j'aime le voyage, l'aventure et je voulais vraiment vivre une nouvelle expérience et découvrir les pays scandinaves qui m'ont toujours fasciné. Je souhaitais également découvrir la gestion des espaces naturels dans un autre pays que la France et également m'améliorer dans la langue qui était l'anglais. Alors, pour la recherche de stage, dans un premier temps, j'ai voulu partir en Allemagne. Mais le problème qui s'est posé, c'est que la durée de stage en Allemagne est supérieure à 3 mois. Ensuite, j'ai cherché un autre pays et j'avais des camarades dans ma classe qui partaient à Malte. Donc, pourquoi pas partir à plusieurs? Donc, j'ai fait des recherches sur Internet, simplement en recherchant des entreprises sur Malte, et j'ai trouvé assez facilement. Alors, afin de trouver mon stage, j'ai effectué énormément de recherches Internet et j'ai envoyé des mails avec mon CV et mes motivations à beaucoup de réserves naturelles dans les pays scandinaves, toujours. Et à force de persévérer, j'ai réussi à obtenir mon stage de manière assez facile. Donc, les appréhensions que j'avais un peu avant de partir, c'était surtout la barrière de la langue. Ne pas connaître le pays, se déplacer, enfin, c'est toutes des petites difficultés comme ça qui m'ont fait réfléchir, mais au final, comme on partait à plusieurs, ça m'a motivée. Avant de partir, j'appréhendais un peu le fait de devoir me retrouver tout seul dans un pays étranger et j'avais peur de pas trop me faire comprendre par les autres personnes, étant donné qu'il y avait la barrière de la langue. Mais au final, ça s'est très bien passé et les barrières se sont vite brisées. Donc, la valorisation du stage Erasmus s'est faite à la rentrée 2019, donc avec notre professeure d'anglais, où elle nous a fait faire des évaluations sur les différentes missions qu'on a eues à l'étranger, savoir s'exprimer, les expliquer, etc. À la suite de ce stage, j'ai pu rédiger mon rapport de stage qui m'a permis de faire l'oral de BTS et par la suite d'obtenir mon BTS. Ce que j'ai pu acquérir, c'est vraiment l'autonomie dans un pays que je connaissais pas, donc le déplacement, etc. Et c'est aussi de savoir se faire comprendre. Et là, aujourd'hui, c'est une nouvelle envie de découvrir de nouveaux pays et de nouvelles cultures. Cette mobilité, elle m'a permis d'acquérir énormément de confiance en moi, d'être beaucoup plus serein pour affronter les obstacles du quotidien et également de gagner en maturité dans la vie de tous les jours. Le conseil que je pourrais donner aux étudiants, c'est d'essayer de partir à plusieurs parce que c'est un peu plus motivant et on a moins peur du coup.
et surtout d'avoir confiance, de pas se mettre des barrières et d'y aller. Et c'est très bien de découvrir de nouveaux pays. Il faut pas hésiter à partir à l'étranger, c'est vraiment une expérience unique à vivre et une chance à saisir. Donc n'hésitez pas, allez-y, foncez. Très bien, donc on voit à travers ces 2 témoignages avec des parcours différents, donc le rôle qu'ont pu jouer aussi les professeurs, pour motiver les élèves et puis également la manière dont ils ont cherché leur stage. On voit qu'ils ont recherché sur internet, donc c'est pour ça qu'on tenait à vous présenter 3 outils. Donc le premier qui s'appelle Erasmus Interne, c'est un projet qui a été financé par l'Union européenne et porté par l'association Student and Work. Et cette plateforme permet donc de mettre en relation les étudiants à la recherche de stages, mais aussi d'emploi à l'étranger. La recherche donc se fait par pays, par niveau d'études, par thématique, langue de travail, mais également par la durée. Et actuellement, sur ce site, on peut trouver jusqu'à 1200, enfin aujourd'hui, il y a 1200 offres de stages sur ce site. Un autre outil, Praxis, également financé par la Commission européenne. Là, on trouve sur ce site donc des stages, mais aussi toutes sortes d'informations pratiques qui peuvent être utiles pour organiser son stage. Donc, c'est un projet qui est porté par un consortium de 43 établissements à travers l'Europe. Et enfin, le troisième outil, c'est eTwinning, donc qui est plus connu. C'est une plateforme qui regroupe plus de 900 000 enseignants issus de 43 pays. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est préférentiellement dédié au secteur scolaire, mais il y a toutefois un espace 16-19 ans, dans lequel on peut trouver des partenaires européens sur diverses thématiques. Donc c'est très intéressant également cet outil pour trouver des partenaires sur des projets de coopération. Au niveau de bonnes pratiques, on voulait partager avec vous cet outil Sprint. Donc c'est un projet également de coopération qui est coordonné par l'université Paul Valéry de Montpellier 3, qui associe 5 partenaires, donc belges, suisses, donc italiens et également slovènes. Donc il s'agit d'un guide que vous avez en français qui propose un cadre de référence européen qui décrit les critères de qualité à mettre en œuvre afin de garantir des stages bénéfiques à la fois aux organismes d'accueil, mais également aux stagiaires. Et cet outil, ce guide peut vous aider à l'écriture de vos accords, à préciser le rôle du tuteur. Et il permet également aux entreprises d'accueil de s'auto-évaluer. Voilà pour cette première séquence. Laurent, donc, est-ce que nous avons des premières questions sur le chat ou réactions? Ça a été un peu calme, là ça commence à bien réagir. Il y a notamment des questions pour tout ce qui concerne la durée des stages. 2 mois de stage pour les BTS, c'est relativement long. Pouvez-vous développer des périodes plus courtes, entre 5 et 30 jours, s'il vous plaît? Comme on l'a dit, comme Isabelle vous l'avez précisé, vous avez donc les mobilités dites classiques qui ont des durées de 2 mois jusqu'à 12 mois. Mais le nouveau programme offre la possibilité de réaliser des mobilités courtes, donc qu'on appelle des mobilités hybrides. Donc cette mobilité hybride doit se composer obligatoirement d'une activité virtuelle qui peut avoir lieu avant, pendant ou après la mobilité. Donc combinée à une mobilité physique obligatoire qui, elle, peut être entre 5 et 30 jours. Donc là, on a des mobilités qui sont beaucoup plus courtes et qui sont peut-être plus facilement accessibles aux étudiants qui sont en BTS. Compléter? Non, c'était parfait. Isabelle, peut-être une question pour toi. Est-ce que tu peux préciser qu'est-ce qu'un étudiant ayant le moins d'opportunités? Alors, ces critères sont définis notamment dans le bulletin officiel de l'éducation nationale. Il y a 9 critères qui permettent à l'établissement de déterminer si l'étudiant est dans ce cadre-là ou non. Donc, il faut qu'il réponde à au moins un de ces 9 critères. Et donc, ces critères, ce bulletin officiel est d'ores et déjà disponible en ligne. Vous pouvez le consulter. Alors ensuite, on nous demande, est-ce qu'un jour les mobilités de groupe seront-elles envisageables? En fait, on va y venir tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle les programmes intensifiés hybrides qui permettent également de faire des mobilités avec une activité aussi virtuelle, mais on va y revenir dessus avec plus de précision. Ok, donc je balaye les questions. Il y a eu beaucoup également donc, de réactions par rapport à tout ce que tu as dit sur les recherches des stages. Les établissements demandent très souvent comment on fait pour entrer en contact avec les entreprises. Est-ce qu'il y a des fichiers existants ou pas? Mobilité de groupe. Je balaye, excusez-moi. Est-ce qu'on peut préciser la notion de mobilité courte et qu'est-ce qu'elles englobent réellement comme activité? Alors, on a déjà, je pense, répondu un petit peu à cette question. La mobilité courte, c'est le nouveau format de mobilité là, pour cette nouvelle programmation, entre 5 et 30 jours, avec une partie d'activités virtuelles. Après les activités virtuelles,
il faut pas les inventer, elles existent déjà. C'est-à-dire ça peut être du télétravail, ça peut être une acculturation d'entreprise, ça peut être pour les mobilités académiques, une partie des cours qui serait prise en amont, par exemple, dans le pays d'envoi et qui permettrait déjà d'effectuer une partie des cours en ligne. Voilà des exemples d'activités virtuelles qui peuvent être associées à la mobilité physique pour les mobilités courtes. Voilà, juste pour compléter, dans le guide, donc, il n'y a pas de précision par rapport à la durée de ces activités virtuelles. C'est vrai. Voilà. On va peut-être prendre une dernière question. Est-ce que les compétitions des métiers font partie des possibilités pour les jeunes de l'enseignement supérieur? Est-ce que le public est éligible? Non, ça concerne la voie professionnelle. Voie professionnelle exclusivement. Voilà. Très bien, donc on va peut-être continuer sur les types de mobilité que les personnels donc, peuvent bénéficier, donc des établissements qui proposent des STS. Tout à fait. Donc, les personnels d'établissement peuvent également réaliser plusieurs types de mobilité. Une mobilité de formation qui permet au personnel de se former chez un partenaire, dans une entreprise, dans un organisme, par exemple. Une mobilité d'enseignement qui est réservée au personnel enseignant pour enseigner auprès d'un public d'étudiants. Vous pouvez également, en tant qu'établissement, accueillir un personnel d'entreprise invité pour effectuer une mission d'enseignement auprès de vos étudiants. Il existe également donc, la possibilité d'effectuer une mobilité combinée, c'est-à-dire formation plus enseignement, donc pour le personnel enseignant uniquement. Et enfin, la participation à un programme intensif hybride en tant qu'apprenant. Alors, la durée de ces mobilités est de 2 à 60 jours hors voyage, donc 2 jours minimum. Et pour les invités, pour les personnels invités, le minimum est de 1 journée. En ce qui concerne le financement de ces mobilités, donc il existe le forfait journalier pour les frais de séjour, donc qui s'étend de 92 à 180 € en fonction du pays d'accueil, et d'un forfait voyage en fonction de la distance parcourue, et éventuellement un supplément si utilisation d'un transport à moindre empreinte carbone. Alors, une des nouveautés de la programmation 2021-2027 est le programme intensif hybride. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une formation commune à 3 établissements d'enseignement supérieur de 3 pays différents pour un groupe d'apprenants qui allie mobilité physique et activités virtuelles. Alors, pour quelles activités? Des pratiques pédagogiques innovantes et transdisciplinaires associant activités de coopération et mobilité d'un groupe d'apprenants. Alors, comme vous le voyez sur ce schéma, l'établissement d'enseignement supérieur coordinateur perçoit 400 € par participant pour organiser le programme, chaque partenaire finançant quant à lui la mobilité de ses apprenants avec sa propre subvention. Alors, comme nous l'avions précisé en préambule, vous pouvez également porter un projet de partenariat de coopération dans le but d'échanger, de développer de nouvelles méthodes ou pratiques. Donc, ce projet devra s'inscrire dans les priorités du programme, à savoir inclusion, environnement et numérique, sans oublier la participation à la vie démocratique. Alors, la structure de ce partenariat, il sera composé de 3 organismes de 3 pays programmes, dont le coordinateur, plus éventuellement un organisme d'un pays tiers non associé. La durée s'étendra de 12 à 36 mois et le budget peut aller de 100 000 à 400 000 € en fonction des activités menées et de la durée du projet. Si Isabelle, donc on a vu donc les actions clé 1 qui concernent la mobilité, action clé 2, les partenariats de coopération. Et pour clôturer cette séquence, donc une vidéo avec le témoignage d'un enseignant qui organise donc des mobilités dans son établissement. Alors bonjour Isette Gosgun, donc vous êtes professeur de maintenance des véhicules, en charge également de la coopération internationale au centre scolaire Notre-Dame, qui se situe à Nevers dans la Nièvre. Et donc la première question, je sais que votre établissement est assez actif dans la mobilité des personnels. Et d'ailleurs, vous en proposez, en plus des mobilités des étudiants, vous proposez des mobilités des personnels depuis 2016. Et je voulais savoir tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé votre établissement à proposer de la mobilité au personnel? Nous avons obtenu la charte Erasmus+. Et dans le cadre de cette charte-là, il est mentionné également la promotion et la volonté de faire participer les enseignants à des programmes de mobilité.
Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que nous avons proposé à nos enseignants de pouvoir réaliser des mobilités dans le cadre du programme Erasmus. Donc, combien de mobilités vous proposez à peu près annuellement à vos enseignants? Alors nous avons principalement jusqu'à ce jour, en fait, on a proposé des mobilités aux enseignants de la filière tertiaire pour permettre justement une mise en place progressive. Et en général, c'est 2 à 3 enseignants par année qui peuvent candidater pour des programmes de mobilité. Ces enseignants, quel type de mobilité ils font et quels sont vos partenaires au niveau européen que vous avez? Alors souvent, c'est des programmes de formation, c'est des programmes qui permettent de réaliser une prise de contact également avec des partenaires potentiels, qui permettent de visualiser des pratiques mises en œuvre dans d'autres pays, de s'en inspirer. Et les pays avec lesquels nous travaillons, donc on a eu des enseignants qui sont partis en Espagne, des enseignants qui sont partis en Finlande, on a eu des enseignants qui sont partis en Allemagne également. Quels sont les impacts donc sur l'établissement, mais peut-être également sur vos étudiants qui sont en section de technicien supérieur, du fait que ces enseignants donc font des mobilités annuellement? Alors nous sommes un établissement qui est en zone rurale, dans la Nièvre, donc vous l'avez cité en introduction. Le fait d'être un établissement qui propose des mobilités à l'international, c'est quelque chose qui participe du rayonnement de notre établissement. Donc il y a ce point-là. Et au niveau des étudiants, les enseignants en fait sont des relais encore plus forts lorsque eux-mêmes ont bénéficié d'une mobilité à l'international, lorsqu'eux-mêmes se sont rendus dans le pays partenaire en question, lorsque eux-mêmes ont pu visualiser l'environnement dans lequel l'étudiant va pouvoir réaliser son programme de mobilité. Du coup, le fait qu'il soit force de proposition, le fait qu'il soit relais, ça permet à un plus grand nombre d'étudiants de candidater et d'être rassurés au moment de la candidature, parce qu'ils côtoient les enseignants qui eux-mêmes y ont été, ils peuvent répondre à leurs questions de manière beaucoup plus précise. Donc, en fait, c'est un levier pour votre établissement pour développer les mobilités des étudiants qui sont en effet, en BTS. Le fait qu'il y ait une implication, ça apporte ce rayonnement-là supplémentaire, oui. Alors, parfois, il peut aussi y avoir des appréhensions par rapport à la mobilité des personnels, des enseignants. On parle souvent de la barrière de la langue. Alors là, donc, vous m'avez cité certains pays qui sont anglophones. Donc, je suppose que l'anglais est la langue de travail. Est-ce que ça pose un problème pour vos enseignants, hormis ceux des enseignants de langue? C'est une question qui revient chaque année. Et jusqu'à maintenant, ce que nous avons mis en place, c'est des mobilités en binôme et voire en trinôme avec un personnel de direction et avec le professeur de langue et notamment le professeur d'anglais qui a participé aux mobilités pour rassurer. Mais ce que nous constatons également au fur et à mesure, c'est que la mobilité dans les pays hors Angleterre, dans les pays où l'anglais est une seconde langue également, la communication passe plus. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a cette barrière qui peut se poser et chaque année, c'est redondant, ça revient. Donc, le fait d'être en binôme avec le professeur d'anglais, c'est rassurant. D'accord. Et au sein de votre établissement, comment vous valorisez la mobilité de ces personnels? Comment cette mobilité est reconnue au sein de l'établissement? Alors, dernièrement, par exemple, nous avons organisé une réunion avec l'ensemble des professeurs principaux de tous les BTS que nous avons, en présence également de la direction générale de notre établissement. Et il y a une volonté forte de la direction justement de permettre aux enseignants de participer à ces programmes de mobilité. Et c'est un point qui est également valorisé dans le plan de carrière. Donc c'est un point qui a été soulevé également. Et on a même, avec l'expérience, maintenant, on constate que les corps d'inspection sont également très favorables et incitent les enseignants à participer à des programmes de mobilité et à ouvrir à l'international. Donc, c'est vraiment quelque chose de valorisant pour l'enseignant à titre personnel, à titre professionnel. Et voilà comment c'est mis en valeur chez nous. D'accord. Et juste pour rappel, avant de clôturer cette interview, quelles sont les spécialités de BTS que vous avez dans votre établissement? Alors, nous, on est un établissement donc qui va de 3 ans à Bac+3. Et au niveau des BTS, les BTS que nous proposons donc, sont le BTS maintenance des véhicules, le BTS support à l'action managériale, on a le BTS management commercial opérationnel et enfin le BTS négociation et digitalisation de la relation client. On a le BTS SP3S, donc services et prestations des secteurs sanitaires et social. D'accord. Voilà les BTS que nous proposons dans notre établissement. Et alors, dernière question, quel conseil pourriez-vous donner à un lycée qui aujourd'hui, par exemple, hésiterait à se lancer dans le programme Erasmus? Alors, moi, je les inviterais vraiment à participer, à s'engager.
et ne pas hésiter à prendre contact avec la direction des relations internationales au niveau de leur académie, de la DRAEC, qui propose souvent de rejoindre des consortiums. Et le fait de rejoindre un consortium, en fait, c'est bénéficier de l'expertise et l'expérience d'autres établissements qui réalisent des mobilités depuis plusieurs années. Nous-mêmes, nous avons rejoint un consortium au niveau de l'Académie Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est rassurant, c'est valorisant, et ça permet d'être entouré de personnes qui se posent les mêmes questions que nous, qui ont parfois les mêmes filières, les mêmes formations que nous. Et du coup, rejoindre un consortium, c'est être rassuré pour mettre en place les choses de manière progressive et de manière sereine. Mais très bien, Isette, pour tous ces éléments. Et merci beaucoup. Merci à vous. Très bien, en fait, merci pour cette transition, Isette, puisque nous allons parler maintenant des consortiums. Donc, vous savez qu'une candidature peut être donc proposée sous la forme d'un consortium. Donc, il y a plusieurs avantages. Ça permet de donner une meilleure visibilité, une reconnaissance de l'action européenne pour une identité plus affirmée de votre établissement. Ça permet également de mutualiser les ressources et les partenaires pour une meilleure lisibilité des offres de formation et des diplômes. Mais également, parmi les autres avantages, vous avez une généralisation des bonnes pratiques entre les membres du consortium, une gestion mutualisée des mobilités et également une optimisation de l'utilisation des fonds. Donc les consortiums peuvent être renouvelés ou alors créés, proposés annuellement lors des appels à propositions. Et une fois accrédités, ils le sont pour la durée de la programmation, c'est-à-dire jusqu'en 2027. Donc la candidature des consortiums, donc pour obtenir cette accréditation, est évaluée donc au travers de 4 critères. Donc la pertinence du projet, la qualité de sa composition, la qualité de la mise en œuvre des activités du consortium et également toutes les actions que vous allez prévoir par rapport à l'impact et la dissémination. Donc, pour résumer, vous pouvez déposer vos candidatures pour les mobilités, donc soit à titre individuel, donc c'est-à-dire c'est votre établissement qui va déposer la demande de mobilité. Donc, ça peut être par exemple un lycée qui va demander les mobilités pour ses étudiants de BTS ou son personnel, alors tout type de mobilité confondu. Ou alors vous allez pouvoir passer par un consortium. Donc un consortium, lui, est géré par un coordinateur. Donc le coordinateur, ça peut être un GIP, ça peut être un lycée, ça peut être également une région. Et à l'intérieur de ce consortium, donc il faut au moins 2 membres. Et donc ces membres peuvent être par exemple là, un lycée ou un CFA. Et c'est donc le coordinateur qui va demander les mobilités et assurer la gestion administrative et financière pour le compte de ses membres. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir en ligne Marilyn Rios, qui va d'ailleurs nous parler du consortium qui est dédié au BTS en région PACA. Donc, bonjour Marilyn. Bonjour Jean-Louis. Et merci d'être avec nous en ligne. Donc, vous assurez l'administration et la gestion du consortium qui s'appelle Sésame. Donc, vous avez d'ailleurs demandé son renouvellement lors de l'appel à proposition 2021. Et pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce consortium ? Alors, le consortium Sésame est porté par le JPFCIP de l'Académie d'Aix-Marseille, conjointement avec la DRAREC PACA. Donc, ça a commencé en 2017 avec l'obtention de la charte Etché. Et nous avons décidé de proposer ce consortium pour promouvoir la mobilité des étudiants en BTS, qui est assez peu connue, et surtout pour des BTS dont la mobilité n'est pas inscrite dans le référentiel diplôme. Donc, depuis 2018, nous réunissons une vingtaine d'établissements pour réaliser une centaine de mobilités étudiants en stage de 2 mois et une quarantaine de mobilités personnelles, que ce soit en formation ou en enseignement. Donc, le travail avec la DRAREC PACA est assez enrichissant tout au long du projet, puisque le GIP se concentre sur les procédures administratives et la DRAREC sur la constitution du consortium et les phases plus pédagogiques. D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire, quels sont les intérêts, par exemple, pour un lycée qui deviendrait membre d'un consortium ou de votre consortium ? Alors, pour un lycée, c'est vraiment très rassurant, comme le disait le collègue enseignant juste avant moi, parce qu'un lycée qui est novice et qui veut déposer un projet peut se retrouver confronté aux procédures Erasmus qui peuvent sembler compliquées. Et puis, il bénéficie aussi d'un accompagnement tout au long du projet avec des interlocuteurs bien identifiés comme le GIP et la DRAREC. Le GIP va se concentrer, comme je le disais, sur les phases administratives, donc le dépôt de l'accréditation du projet, du versement des subventions aux établissements membres. Nous préparons les kits mobilité, rédigeons les rapports finaux, faisons la déclaration des mobilités.
Et puis ensuite, avec la DRAREC, nous organisons des comités de pilotage régulièrement pendant toute l'année scolaire, où là, un échange va se créer entre les établissements novices et les plus anciens. Donc, ils vont pouvoir échanger sur leurs problématiques et finalement trouver des solutions qui, seules, pourraient être un frein à la réalisation des mobilités. Très bien. On a vu aussi parmi les critères d'évaluation, on parle souvent de valorisation, d'impact. Alors je sais que vous organisez des événements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous organisez pour valoriser ces mobilités? Tout à fait. Donc chaque année, en octobre, lors des Erasmus Day, nous mettons en valeur les mobilités qui ont été réalisées sur l'année scolaire précédente. Donc nous invitons tous les établissements qui ont participé au projet, le recteur de l'académie de région académique PACA, les chefs d'établissement, les enseignants, mais aussi tous les lycées qui ont été chartés pour promouvoir ces mobilités et apporter des témoignages. Donc, pendant cet événement, nous réalisons une remise d'Europass Mobilité pour les étudiants. Certains d'entre eux pourront apporter leurs témoignages ou participer à des concours pour gagner des prix, concours d'éloquence, concours d'affiches, etc. Et nous diffusons aussi un film qui est réalisé pendant la mobilité des étudiants. Et ma dernière question, donc vous avez renouvelé votre consortium pour cette nouvelle programmation. Quels sont vos projets donc, pour ce nouveau consortium? Tout à fait. Nous avons déposé en mai dernier une nouvelle accréditation qui s'appellera donc un consortium Prométhée cette fois. Donc ici, nous élargissons notre champ territorial en proposant à des établissements de l'Académie de Nice de nous rejoindre puisque la DRAREC est devenue régionale. Donc nous aurons 13 établissements de l'Académie d'Aix-Marseille et 4 de l'Académie de Nice pour à peu près 109 mobilités étudiants et 36 mobilités d'enseignants. Ensuite, nous envisageons un cofinancement avec la région Sud-PACA qui va pouvoir financer une association spécialisée dans la recherche de stages pour les étudiants et la préparation à la mobilité pour lever les freins que nous avons pu voir au travers des deux témoignages des étudiants tout à l'heure. Ensuite, ce cofinancement pourra aussi venir en appui sur l'organisation de l'événement de valorisation pour avoir un plus grand impact à une plus grande échelle. Très bien, merci Marilyn pour tous ces éléments. On va peut-être voir s'il y a de nouvelles questions. Laurent? Oui, alors c'est plutôt des réactions. Je pense qu'il faudrait un peu préciser ce qu'est la mobilité hybride. Donc je vous lis quelques questions. Est-ce qu'on peut utiliser le budget organisationnel pour les mobilités hybrides? Est-ce que c'est obligatoire? J'ai fait des stages en agriculture et en viticulture. Comment je peux mener des activités virtuelles? Alors, peut-être on va répondre à deux, mais je vais peut-être commencer. Donc, la mobilité hybride, en fait, c'est une forme de mobilité. Soit ça peut être une forme de mobilité pour faire des mobilités d'études ou des mobilités de stage. La particularité de cette mobilité hybride, c'est qu'elle doit être obligatoirement composée d'une activité virtuelle et d'une mobilité physique qui est courte, qui est entre 5 et 30 jours. Alors que c'est vrai, il y a peut-être certains stages où c'est un petit peu plus compliqué de faire des activités virtuelles, mais comme le disait peut-être Isabelle, on peut aussi s'acculturer. Donc, acquérir certaines connaissances pour après passer à un stage plutôt pratique. Voilà. Alors ensuite, il n'y a rien d'obligatoire, c'est-à-dire c'est à vous de faire vos choix. Soit vous pouvez faire une mobilité classique qui a une durée entre 2 mois jusqu'à 12 mois, soit plutôt proposer des mobilités hybrides avec cette composante virtuelle. D'ailleurs, juste pour compléter, je peux juste ajouter que la partie hybride, la partie virtuelle peut aussi est aussi possible pour les mobilités longues, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation, mais ça peut s'envisager également pour les mobilités dites longues. Le caractère obligatoire ne concerne que les mobilités courtes. Sur un autre sujet, on nous fait part des années de césure qui se développent de plus en plus donc pour les BTS. Est-ce qu'une mobilité peut également soutenir cette période de césure en plus des périodes de stage ? Alors, pour pouvoir bénéficier de bourses Erasmus, il faut à tout prix donc être étudiant et être rattaché à un établissement. Voilà, obligatoirement. Donc, au moment où l'étudiant fait sa mobilité, où il va pouvoir bénéficier d'une bourse Erasmus, il faut qu'il soit étudiant en BTS d'un établissement. Tu confirmes, Isabelle? Oui, et la période de stage pendant l'année de césure, je ne sais pas si vraiment la question est dans ce sens, Laurent. Elle est possible, mais il faut obligatoirement
que la reconnaissance via des crédits ou toute autre forme de reconnaissance pour la période de mobilité soit effectuée. C'était ça le sens de la question, Laurent? Je l'ai compris comme ça aussi également, D'accord. oui, tout à fait, ouais. Il y a également une autre question qui est revenue à plusieurs reprises sur l'utilisation du soutien organisationnel à la mobilité. Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour la façon d'utiliser ces fonds? Oui, alors cette enveloppe a diverses possibilités d'utilisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de liste exhaustive qui existe pour l'utilisation de ces fonds. Donc c'est très variable. Ça peut être la rémunération d'un personnel qui va gérer les mobilités au sein de l'établissement. Ça peut être l'achat de matériel. Ça peut être des cours de langue pour les sortants comme pour les entrants. Ça peut être l'organisation de journées pour accueillir, par exemple, des étudiants Erasmus. Voilà, donc les possibilités sont multiples. La seule condition, c'est qu'il y a un lien entre les fonds qui sont dépensés et le programme Erasmus et l'organisation des mobilités dans l'établissement. Quelques questions également relatives à des formations DMAD en 3 ans, de diplôme professionnel en 3 ans. Donc du coup, est-ce que c'est en lien avec la séquence BTS ou c'est encore autre chose? Oui, en fait, ce sont des diplômes en 3 ans, mais ils peuvent bénéficier donc des bourses Erasmus pour des mobilités également, que ce soit des mobilités hybrides aussi également, oui, c'est sûr. D'accord. Une autre question également, à quel stade de la préparation faut-il demander des subventions Erasmus? À quel stade de la préparation faut-il demander? Les subventions, je pense qu'ils s'interrogent, tu vois, sur le calendrier. D'accord, donc il y a le calendrier se déroule ainsi. Il y a la première phase, c'est-à-dire l'obtention de la charte et l'année suivante, la possibilité, une fois la charte obtenue, de pouvoir demander des fonds auprès de l'Agence nationale. Donc il y a toujours un petit décalage entre l'année d'obtention de la charte et le dépôt de la candidature pour obtenir des financements. Et juste pour compléter, même si vous faites une demande en consortium, si vous êtes partenaire d'un consortium, vous devez obligatoirement avoir la charte ECHE. Donc si vous voulez vous lancer dans Erasmus, donc il vous faut obligatoirement obtenir cette charte. Allez, on va prendre une dernière question. Est-ce que le programme Erasmus finance-t-il la visite de stage? Alors, la visite de stage, j'imagine que ça doit être des professeurs, des enseignants qui partent sur le terrain pour visiter leurs étudiants qui sont en mobilité de stage. Donc, effectivement, il ne s'agit pas de mobilité en soi, mais justement, ça fait partie des cas où l'enveloppe soutien organisationnel peut être utilisée. Donc, pour aller visiter des stages et pourquoi pas trouver de nouveaux partenaires régionaux, voilà, et mettre en place de nouveaux partenariats. Oui, parce que comme pour les personnels, comme on a dit, ce sont soit des mobilités d'enseignement, c'est-à-dire pour faire des heures d'enseignement, ou ce sont des mobilités de formation pour se former, pour que les personnels puissent se former. Enfin, une dernière question peut-être concernant le budget. Est-ce qu'on peut avoir plus de financement lors d'une convention de financement Erasmus et surtout comment la demander? Alors, on en a parlé, là, on vient juste d'en parler. En fait, il suffit simplement de compléter un formulaire de candidature en ligne une fois la charte obtenue. Et c'est l'agence, en fonction des demandes, de la demande qui figure sur la candidature, c'est-à-dire le nombre de mobilités demandées, qui après fixation du budget national, attribuera des fonds à l'établissement qui a donc candidaté pour l'obtention de ces fonds. Enfin, il y a eu 2-3 questions sur un sujet que vous n'avez pas abordé, mais peut-être que vous avez des éléments concernant les BTS et la carte étudiante européenne. Est-ce qu'ils seront concernés à terme par cette nouvelle façon de faire qui va arriver effectivement assez rapidement? Oui, alors les lycées, bien sûr, seront concernés, les lycées qui proposent des sections de techniciens supérieurs, mais dans la première étape du déploiement, en fait, ça ne concerne uniquement aujourd'hui que la mobilité d'études intra-européennes et hors consortium. Donc les lycées, dans un premier temps, vous êtes invités à créer un compte sur le dashboard, donc c'est l'outil qui permet d'échanger donc les données des étudiants entre les établissements. Donc vous pouvez d'ores et déjà créer ce compte sur le dashboard. Vous pouvez également commencer à promouvoir l'application mobile Erasmus+ auprès de vos étudiants. Voilà, donc ça arrivera dans un deuxième temps, mais sachez qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, ça ne concerne uniquement que les mobilités d'études intra-européennes et hors consortia. Voilà.
Ok, je crois qu'on peut en rester là. On a répondu globalement aux différents items des questions qui ont été posées. Donc Laurent, tu vas nous rejoindre maintenant pour parler reconnaissance. Ok. Donc la dernière partie de notre séquence. Vas-y. Alors, le sujet de la reconnaissance. Alors, on va finir cette séquence avec un point important qui concerne le sujet de la reconnaissance des compétences. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on quand on aborde ce sujet? Alors, si on regarde les objectifs généraux du programme Erasmus, du moins tels qu'ils sont définis dans le guide, on part en mobilité pour favoriser le développement des compétences, l'amélioration des capacités d'apprentissage, des compétences linguistiques et l'amélioration de l'employabilité et des perspectives de carrière. Alors effectivement, nous avons tous la possibilité d'étudier, de nous former, d'exercer une activité salariale ou indépendante en Europe. Mais ce droit à la mobilité est lié aussi à la reconnaissance académique ou professionnelle d'un diplôme acquis dans le pays d'origine ou dans un autre pays européen. Et c'est pour cette... dans un autre pays européen, pardon. Et l'Europe a ainsi développé des outils pour apporter une meilleure lisibilité, une meilleure compréhension des diplômes, des certifications, des compétences, et ainsi lever tous les obstacles liés au manque de transparence des qualifications. C'est pour cette raison que ces outils sont d'ailleurs appelés outils de la transparence ou outils de la reconnaissance. Alors, on va voir ensemble maintenant quels sont ces outils. Les premiers, les crédits ECTS, qui ont été créés en 1988 par l'Union européenne pour faciliter la reconnaissance académique des études à l'étranger, et notamment dans le cadre du programme Erasmus. Alors, les crédits ECTS, ils se calculent en fonction de la charge de travail fournie par l'étudiant et en termes de résultats d'apprentissage. Alors, comme précisé dans le décret d'avril 2007 relatif au règlement général des BTS, une année représente 60 crédits, soit 120 crédits ECTS pour les 2 années d'études. Passons maintenant au supplément au diplôme. C'est un document Europass qui doit être obligatoirement remis à tous les étudiants du supérieur, qu'ils aient d'ailleurs ou non effectué une période de mobilité à l'étranger. C'est un document qui est délivré par tous les établissements d'enseignement supérieur et qui est utile. Utile car il va mentionner l'ensemble des compétences acquises pendant le parcours de formation, les compétences académiques qui sont liées au contenu de la formation, mais aussi les compétences extracurriculaires qui vont être acquises pendant le cursus. Ça peut être des stages, des mobilités, un engagement associatif, un engagement citoyen. Et à la lecture de ce document, une personne est capable de dire et de comprendre ce que le diplômé est capable de faire suite à l'obtention de ce diplôme. On va passer maintenant à l'Europass Mobilité. L'Europass Mobilité est un document qui est délivré par l'agence Erasmus+, sur demande des établissements pour reconnaître les périodes d'études et de stages en entreprise en Europe. C'est un relevé formel qui va détailler les compétences acquises par une période au cours de son parcours de mobilité. Et le document va se remplir avec le tuteur. C'est un moment d'échange entre le tuteur et le stagiaire pour mettre des mots sur l'expérience, pour mettre des mots sur les compétences. Et cela servira toujours, notamment pour l'élaboration d'un CV. Enfin, dernier document à votre disposition, le supplément au certificat. Le supplément au certificat est disponible sur le RNCP, le répertoire national de la certification professionnelle, qui est piloté par France Compétences. Il est accessible à tous via un moteur de recherche et des mots-clés pour trouver la certification de son choix. Alors, ce document va donner des informations précises sur le contenu de la formation, sur les poursuites d'études, sur l'accès aux professions et surtout sur les éléments de compétences acquis. Alors, à la différence du supplément diplôme, ce n'est pas un document qui est nominatif, mais qui s'avère être extrêmement utile pour les établissements d'enseignement supérieur, notamment pour décrire leur offre de formation. Alors, ces 3 documents, Europass Mobilité, supplément au diplôme, supplément au certificat, sont des documents Europass qui existent depuis de nombreuses années et qui font partie de la plateforme Europass. Alors, cette plateforme Europass, elle a été récemment rénovée, il y a tout juste 1 an, en juillet 2020,
et elle est devenue plateforme de gestion des compétences et des carrières. Alors, outre les documents Europass dont nous venons de voir l'existence ensemble, la plateforme offre de nombreux services qui sont utiles et qui sont adaptés aux besoins de tous, y compris pour les élèves des BTS. Avec le nouvel Europass, on construit d'abord son profil de compétences en ligne. C'est un ensemble de rubriques qui permet de décrire le parcours, les expériences personnelles, éducatives, professionnelles, et qui vont servir à l'élaboration de CV. Un espace bibliothèque permet ensuite de stocker toutes les preuves de compétences, les attestations, les diplômes, les badges numériques. En fait, c'est un espace à soi, un espace personnel où vont être rangés tous les éléments attestant les compétences dans un parcours de vie. Et en fonction de ces éléments-là, Europass va pouvoir suggérer des compétences auxquelles la personne n'aura pas forcément pensé à intégrer. Des algorithmes vont alors proposer des offres de formation et des offres d'emploi adaptées au profil saisi. Europass, c'est aussi de l'information de qualité sur les sujets éducation et formation en Europe, sur l'orientation, sur le cadre européen des certifications, sur la VAE ou sur d'autres thématiques. L'outil est évolutif. D'autres services seront proposés. Nous attendons d'ailleurs à la fin du mois une grille d'auto-évaluation des compétences numériques. Et enfin, la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur d'éditer des titres numériques. Alors sans plus attendre, nous allons lancer une vidéo où nous allons retrouver le témoignage de Madame Céline Ribaud, qui est professeure d'économie de gestion BTS Management commercial opérationnel Parcours international au lycée Carré de Bourg-en-Bresse et qui utilise Europass avec ses élèves depuis de nombreuses années. Est vraiment adapté à nos étudiants et ceci pour plusieurs raisons. Alors déjà, il faut savoir que le CV se construit selon des rubriques successives et donc les jeunes ont l'impression de remplir un formulaire et ça les guide énormément pour organiser et structurer leurs idées. Et il faut savoir que Europass propose la même chose pour rédiger sa lettre de motivation. Et donc ce parcours constructif, eh bien, ça les inspire beaucoup. Parce qu'en fait, la plupart du temps, ils ne savent absolument pas par quoi commencer leur CV, comme beaucoup d'étudiants. Et en réalité, ils pensent trop souvent qu'ils n'ont ni expérience ni compétences à déclarer. Et en fait, le programme leur fait des propositions au travers de toutes ces rubriques. Et ceci les invite justement à déclarer beaucoup de choses auxquelles ils n'auraient pas pensé. Par exemple, déjà, toutes les données personnelles, mais également toute leur formation, et Dieu sait s'ils en ont, également leurs expériences et leurs compétences. Et ça, ils n'y pensent pas. Et alors, comment est-ce qu'ils se sont appropriés les fonctionnalités de la plateforme? Eh bien, écoutez, c'est très simple pour construire leur CV de base. Il leur a suffi de compléter les rubriques, ces fameuses rubriques qui sont suggérées par Europass. Et une fois que l'ensemble est fait, en un seul clic, je dis bien en un seul clic, ils vont opter pour une mise en page parmi un ensemble de mises en page qui est prédéfini par le programme sous forme de différents modèles. Donc, eh bien, Europass Mobilité, c'est vraiment l'outil parfait puisque c'est un document qui a été, comme un contrat, qui a été complété par les trois parties, c'est-à-dire l'entreprise qui accueille le stagiaire, l'établissement, donc notre lycée, et le stagiaire. Et donc, ce contrat, il est basé au départ sur une négociation d'une liste de compétences que le jeune s'engage à valider durant le stage et que le professionnel s'engage à lui proposer pendant le stage. Alors, je les liste rapidement, mais il s'agit de compétences liées à l'emploi, des compétences bien évidemment linguistiques, également des compétences numériques, et ça c'est appréciable, sont listées dans cette négociation des compétences organisationnelles et managériales, plus des compétences en communication. C'est-à-dire que lorsque nos jeunes filles, pour mon exemple, sont revenues de leur stage, le tuteur a lui-même rajouté toutes les compétences qu'elles ont validées, par exemple numériques et linguistiques qui n'étaient pas prévues.
Donc, ce document est signé par toutes les parties et moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il officialise la pratique avérée, je dis bien avérée, des compétences qui avaient été déclarées. Je dirais oui, surtout depuis qu'ils utilisent Europass. Avant, ils ne s'en rendaient pas compte, mais là, ils ont parfaitement compris l'intérêt de l'outil. Je pense sincèrement qu'il faut que nous les sensibilisions assez tôt dans leur scolarité, parce qu'en fait, Europass, c'est tout à fait utilisable, je pense, par exemple, dès la fin du collège, lorsqu'ils ont fait leur stage de découverte, parce que c'est déjà une première compétence à enregistrer. Donc, c'est vraiment à nous de leur faire connaître cet outil et de leur demander de penser, tout simplement de penser à insérer à chaque fois qu'une donnée est nouvelle, ces informations dans leur dossier. Il faudrait, dès le début d'un cycle BTS, par exemple, dès le début, faire ouvrir à chaque étudiant un compte Europass. Et pourquoi pas faire créer leur CV dès le départ, mais surtout leur demander d'incrémenter systématiquement le système avec chacune de leurs expériences. Étant donné qu'ils font plusieurs stages pendant leur BTS, ils ont de quoi remplir. Chaque acquisition de certificats, de diplômes, chaque formation complémentaire éventuellement, mais aussi dans leur vie de tous les jours, penser à lister, collecter les projets auxquels ils participent, et à leur âge, ils participent à de nombreux projets, et les insérer systématiquement. On pourrait prévoir, par exemple, tous les semestres, une plage de cours dédiée au remplissage du dossier Europass. Voilà, ça me paraît extrêmement constructif ainsi. Très bien. Isabelle, est-ce qu'il y a des questions suite à ce témoignage, des questions, des réactions ? Oui, effectivement, j'ai une question qui va concerner le CV. Une personne nous dit qu'elle a entendu parler de plusieurs types de CV. Pourrais-tu nous en dire plus, Laurent, à ce sujet ? Oui, alors effectivement, c'est une nouveauté de la plateforme Europass. Effectivement, avec l'ancien Europass, il y avait la possibilité uniquement d'éditer un modèle de CV qui posait parfois problème pour certains établissements, pour certaines personnes qui ne se sentaient pas à l'aise avec ce format-là. Donc du coup, avec la nouvelle plateforme qui est sortie l'année dernière, il y a trois formats de CV différents qui se proposaient. Et on en attend d'ailleurs un nouveau là, d'ici à la fin du mois, ou pendant l'été. Donc une multitude de formats sont maintenant à disposition des citoyens. Et une deuxième question qui concerne les crédits ECTS. Si certains référentiels ne sont pas découpés en crédits ECTS, quelle est la solution pour l'établissement ou comment ça se passe en fait ? Alors effectivement, les crédits ECTS sont un peu, j'ai envie de dire, le symbole du programme Erasmus et ils permettent de faciliter la comparabilité et la lisibilité du diplôme. Alors je sais qu'il y a encore certains établissements, notamment dans des BTS, qui ne l'utilisent pas, mais qui vont le mettre en place, j'en suis persuadé. Donc il faut dans ce cas-là qu'ils utilisent les autres outils que l'on a abordés ensemble. Notamment le supplément au diplôme, qui est un document quand même qui est obligatoire et qui est surtout, comme je l'ai dit, extrêmement utile aux diplômés de l'enseignement supérieur. Ils peuvent également regarder autour du supplément au certificat, puisque ce sont tous des documents approche par compétence. Donc, dans tous les cas, il y aura des éléments qui sont extrêmement intéressants à la fois pour l'étudiant, le bénéficiaire, et également à la fois pour les établissements d'éducation et de formation. Donc en fait, il y a tout un panel d'outils à disposition des établissements. Comme on a vu dans les témoignages aussi, il y a une valorisation lors du contrôle continu et puis également lors des rapports de stage qui comptent bien sûr pour l'obtention de l'examen. Voilà, c'est un ensemble d'outils en fait à disposition des établissements. D'autres questions, On a Isabelle ? encore le temps pour une question supplémentaire. Oui, la dernière peut-être. Alors, est-ce que Europass est réservé à ceux qui partent en mobilité Erasmus ? Non, Europass, c'est un outil à destination de tous les citoyens, qui est mobilité ou pas mobilité. Alors très souvent, c'est un petit peu le bémol qu'on peut avoir. Europass, ça résonne Europe, ça résonne Erasmus, et du coup, on va s'interdire l'utilisation du portfolio de compétences, alors que finalement, non, pas du tout. C'est un portfolio de compétences qui est ouvert à tous, qui est mobilité, pas mobilité, et surtout, c'est un outil d'accompagnement et d'aide tout au long de la vie. Très bien. Donc avant de conclure, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme qui s'appelle Mon Projet Erasmus. Vous avez l'adresse qui apparaît sur la slide. Vous trouverez donc toutes les informations nécessaires pour déposer une demande de subvention pour un projet de mobilité ou de partenariat et de nombreux conseils pour une candidature de qualité.
Alors, je remercie nos intervenantes, nos intervenants et tous les participants pour la recherche des interventions. Donc, pour rester en contact avec nous, vous avez notre adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et en guise de générique de fin, je vous propose donc une vidéo sur la mobilité des BTS qui a été élaborée par l'Académie d'Aix-Marseille. Donc, ne coupez pas de suite votre écran et regardez cette vidéo. En vous remerciant. We feel the rush.